Hello tout le monde et bienvenue dans Common. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Common. Je suis Morgane Kerviriou, aka Common, K-O-M-O-N-E, contrairement à Common, mon podcast. Je suis artiste peintre, directrice artistique et podcasteuse. Il n'y a pas longtemps, je parlais d'écriture avec mon copain. Je venais de lire une de ses nouvelles de science-fiction que j'ai adorée, évidemment. S'en est suivi une longue discussion sur la fin de son récit, car il adore faire des fins ouvertes. Ce qui a pour conséquence de m'irriter un peu. Moi, je veux la suite. C'est à ce moment-là que je me suis posé cette question toute simple. Pourquoi écrivons-nous ? Pour ma part, quand j'écris, c'est souvent un manifeste ou un poème pour poser ma pensée. C'est un ancrage dans le réel. Mais pour lui, c'est tout autre chose. Là où je décris ce que je vois, lui, il invente. Alors, est-ce qu'on écrit pour fixer le réel ou au contraire pour s'en échapper ? Pour m'aider à explorer ce dilemme, je reçois aujourd'hui Rémi Saboureau. Rémi est slammer, auteur et creative producer. Excusez mon anglais. Pour lui, les mots servent autant à dénoncer les mots, M-A-U-X, de notre temps qu'à inventer de nouveaux imaginaires. Il utilise la créativité comme un muscle, qu'il exerce avec panache. Un mot autour duquel tourne toute sa pensée. Bonjour Rémi. Salut Morgane. Comment ça va ? Écoute, fort bien. Merci beaucoup de ton invitation. Mais de rien, c'est avec grand plaisir parce que on a pris du temps à mettre en place ce podcast. Du coup, je suis ravie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, t'as dit Rémi, slammer, amoureux du panache effectivement, et amoureux des mots, M-O-T-S. Et je suis slammer aussi, c'est-à-dire que je pose des idées de façon poétique, de façon assez libre. Et puis tu parlais aussi de creativity producer, c'est aussi un métier qui m'anime et qui permet d'amener des groupes, des gens à trouver des idées, des concepts. Et ça, je suis un homme de concept. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un créatif pour toi, justement en rapport avec le concept ? Pour moi, un créatif, c'est quelqu'un qui va danser quand tout le monde marche au pas, qui va faire des pas de côté, qui va s'arrêter, qui va... Comme un danseur. Comme un danseur, comme un acrobate, comme quelqu'un qui a envie juste de se laisser guider par ses pas, d'aller où il a envie d'aller. Pour moi, ça, c'est un créatif. Un peu en dehors du courant, du coup. Exactement. Tu vois, par rapport à la marche organisée, ouais. Ça, c'est beau. Donc, ton médium à toi, c'est les mots. Comment est-ce que tu as compris que tu voulais faire ça ? Tu voulais parler, écrire, slammer ? Ça m'est venu assez progressivement, en fait. Je n'étais pas forcément un bon élève, mais j'aimais écrire. J'avais pas de bonnes notes à mes dissertations, mais je m'enflammais souvent dans mes textes. Donc, bon, c'est dommage que le prof trouve que c'est hors sujet. Toujours, malheureusement. Parfois, en tout cas, ce qui me concernait. En revanche, j'aimais beaucoup faire ça. Et puis, progressivement, j'ai écrit, j'ai lu. Et je me suis dit, attends, il y a peut-être une place aussi pour moi. Et puis, c'est passé par les textos. Mais non. Oui, parce qu'en fait, au début, il y a très longtemps, du téléphone portable, il y avait des forfaits qui étaient pas forcément illimités. Et donc, quand on voulait écrire des choses, il fallait penser ce qu'on voulait écrire. Et pas juste une logorée comme ça. Ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Donc, je pensais ce que j'écrivais et chaque mot, je crois que ça me vient de là un petit peu le plaisir de choisir le bon mot, le mot précis en tout cas. Parce qu'en plus, souvent, aujourd'hui, ils utilisent encore notre manière d'écrire comme on faisait justement quand on avait ces forfaits-là. Mais ils oublient que justement, nous, si on faisait ces raccourcis de mots, c'est parce qu'on choisissait bien nos mots parce que ça coûtait cher. Exactement, chaque petit caractère coûtait cher. Donc, tu fais du slam. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le slam ? Le slam, ça vient de l'anglais. En fait, slam, c'est le son d'une porte qui se claque. Okay. En français, on dirait vlan. Je fais du vlan. Oh, c'est mieux en anglais. C'est mieux en anglais. Et donc, je fais du slam, c'est-à-dire que c'est une sorte de poésie libre, débarrassée de tout ce qui est contrainte stylistique, de grammaire, de nombre de pieds. Tu peux faire du slam en alexandrin, mais faut pas que ce soit que des alexandrins. Tu vois, c'est vraiment la poésie libérée, en fait, le slam. Ouais, et en plus, c'est souvent porté par de la musique. Ça peut. Alors, les puristes, eux,
considère que le slam, c'est vraiment simplement la voix Ok. qui va poser les mots, les idées, et que c'est la voix qui fait tout. Alors après, évidemment, pour avoir découvert un peu le slam, on va pas commencer à dire non, il y a le vrai slam ou le moins vrai slam. Néanmoins, voilà, l'origine, c'est vraiment quelque chose de purement a cappella. Ok. Oui, parce que si aujourd'hui on se met aussi dans l'écriture, comme on peut se le mettre, comme on peut se mettre, se mettre dans l'art à dire oui, ça c'est un vrai artiste, ça c'est pas un vrai artiste, ça c'est du vrai art ou pas, dans le slam qui est quelque chose de plutôt urbain, en fait, Et puis hyper libre, voilà, ça serait gâcher la ça chose. serait gâcher la Comme chose. tu as dit, slam, c'est juste le bruit d'une porte qui se claque, et Oui, si tu enlèves cette spontanéité, bah, ça sert plus à rien finalement, hein. Autant juste faire de la poésie comme faisaient les grands noms, et on exactement. s'arrête là, quoi. Donc moi, je fais du slam souvent sans musique, mais il m'arrive parfois, parce que ça va porter les mots, de faire appel à des musiciens Hmm. qui vont m'accompagner en direct sur scène Ok. pour donner un peu plus d'art Hmm. et de vibration aux gens qui m'écoutent. Ok. Voilà, c'est moins égoïste presque Comment ça? de donner tu sais, de donner un peu de musique en plus que celle de D'accord. mes mots, mais c'est pas systématique. Voilà. Alors, je disais que moi, quand j'écrivais, je posais ma pensée. Mmh. Est-ce que le slam pour toi, ça sert à fixer une réalité, à poser ta pensée, ou plutôt à faire de l'imaginaire comme mon copain? Pour moi, écrire, c'est fixer une émotion, Ok. c'est fixer un ressenti à un moment donné. En plus, évidemment, tu vas écrire quelque chose un lundi matin à ton café. Mm. Puis tu vas écrire les choses d'une certaine façon parce que tu es dans cet état d'esprit-là en fonction de la nuit que tu as passée, de la journée qui t'attend. Une semaine plus tard, un an plus tard, une journée plus ou moins identique, tu vas écrire ta réalité, tu vas la décrire d'une autre façon. Ouais. Donc pour moi, l'écriture, c'est s'écouter pour capturer un moment qui n'est qu'un moment de ta réalité. Et puis de l'exprimer de façon évidemment créative, parce que c'est ça qui est rigolo. Oui, mais c'est presque comme de la photo, Mmh. parce qu'on fixe quelque chose, sauf que là, il y a l'émotionnel qui est derrière. Parce que la photo, c'est très lisse. Oui. C'est un moment qu'on prend et ensuite on se souvient plus ou moins, parce que bah, le cerveau aime bien remettre les choses Mmh. comme il a envie. Mais là, avec les mots, comme tu le dis, c'est se souvenir de ce qu'on a exactement ressenti à un moment T. Oui, quand tu gardes tes mots quelque part et que tu peux consulter, je sais pas, un carnet, que tu crées un journal intime, un blog ou ce que tu veux, tu marques un petit peu comme les cernes d'un tronc d'arbre, tu sais, Oui, qu'on observe quand il a été coupé, malheureusement, mais par nécessité, hein, pas juste pour faire passer une autoroute, par exemple, juste ça ça peut arriver, comme ça hein. par hasard. Et en fait, les dendrochronologues, ceux qui étudient l'âge des arbres et la croissance des arbres et tout ça, eh bien, je trouve que tu peux regarder un petit peu la taille des cernes, et la taille de tes cernes alors, sous les yeux, mais qui se traduisent peut-être par la taille des mots et de tes rimes que tu C'est vas vrai. écrire sur le papier, qui vient aussi du bois d'ailleurs, tout est une sorte De de cycle, en logique, de fait, cycle, finalement, bien exactement. sûr. Tu dis que ça te sert à dénoncer les mots. M-A-U-X. Oui. De quel mot tu Bah, je crois que c'est important de pas garder les choses en soi. On a tous des choses qui nous blessent, des parles? choses qu'on a vécues qui étaient plus ou moins rigolotes, plus ou moins dures, des choses qui travaillent. Si on garde ça dans notre tête, je pense que ça rumine C'est clair. et c'est pas forcément bon. Exprimer par les mots ces mots, eh bien, ça peut être utile, tu vois, que ça reste pas. C'est sûr. Et voilà, je trouve que c'est intéressant d'aller vers ce chemin d'expression. Alors ça peut être face à un psy Mhm. qui va t'écouter normalement, et puis face pourquoi pas aussi à un public qui est là et puis qui accueille ta parole de façon sans restriction et Mhm. avec bienveillance. Mot important. Oui, surtout. Surtout de la bienveillance. Et est-ce qu'il y a des causes
dans ces mots qui tiennent particulièrement à cœur? Par exemple, là, aujourd'hui, on est à la Climate House, Oui, donc transition écologique oblige. oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors c'est vrai que je travaille pas mal dans cet univers-là parce que je suis concerné comme n'importe qui, quoi, pas comme n'importe qui d'ailleurs, comme tout le monde devrait être concerné par cette Oui, transition nécessaire. Je crois que tous sur ce petit grain de de poussière, ouais. poussière qui file à une allure complètement dingue dans l'univers. Et, et on est tous dans cette voilà. Un jour, j'ai vu une photo complètement dingue qui m'a vraiment bouleversé. C'était une photo de la Terre prise de l'espace et on voyait la couche d'atmosphère en fait. C'est-à-dire que cette petite et ça faisait comme une pellicule de peinture ou de vernis qui était autour de la Terre, mais c'était microscopique en fait par rapport à la taille de la Terre. C'est pas du tout ce qu'on imagine quand on se représente la Terre. Parfois, on se dit il y a une grosse couche qui nous protège. En fait, quand tu vois la Terre de l'extérieur, cette atmosphère qui nous permet juste de vivre et pas être pris par l'espace, c'est ridicule. Et chacun de nos gestes, malheureusement aujourd'hui, contribue À détruire ça. à détruire ou à le rendre invivable. C'est un peu hallucinant. Donc oui, je me sens co-responsable de ça. Et si par mes mots, je peux essayer de parler de ça, de faire en sorte que les gens se disent oui, il y a des choses à faire, que les politiques s'en saisissent, etc. Mais c'est pas que les politiques, c'est pas que nous, c'est les entreprises, c'est une sorte de mouvement global. Mais plus on en parle, moins, plus l'éléphant qui est au milieu de la pièce apparaît. C'est ça. Après, tout est politique, encore plus quand on s'en sert avec nos mots pour le dire haut et fort Mmh. qu'il y a un problème. Là, ça devient extrêmement politique selon moi et on ne peut pas forcément y échapper, surtout quand on est Mais créatif tout est ou politique. artiste. De toute façon, tout est C'est ça, politique. Genre, quel que soit le sujet, exactement. il s'agit de ce travail de vivre comment on fait société, simplement. C'est Comment est-ce ça. qu'on vit ensemble, et puis ça passe par les lois, quoi. Il y a pas trop ce qui nous permet d'agir, de pas agir, comment on joue sur cette limite-là. Mm. Et tu sais que pendant très longtemps, ceux qui osaient prendre les mots et dire les problèmes Oui. se faisaient dégage par les rois ou par certains présidents encore aujourd'hui, j'imagine d'ailleurs, Ah bah, parce qu'ils bien parlaient trop sûr, fort. bien sûr. Tous les scientifiques qu'on dit à l'église que peut-être que la Terre n'était pas au centre de l'univers et qu'elle Mmh. tournait juste Elle n'est autour pas ronde, elle est plate, elle est voilà, ou plate. etc., etc. Bon, voilà, on sait ce genre de choses, mais c'est toujours un combat à mener de l'intelligence contre la bêtise, Mmh. ou, ou la non-connaissance. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de collaboration, plutôt d'une intelligence collective, Oui, et on va en venir du coup au creative producer, puisque c'est ça, oui. c'est de l'intelligence collective, pas productive. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, Creativity Producer, j'ai mis du temps à trouver le nom. Et en fait, je cherchais quelque chose qui définisse ce métier qui consiste à amener un groupe de personnes à trouver des idées qu'elles ne trouveraient pas, que ce groupe ne trouverait pas par lui-même. Mmh. Et donc, producteur de créativité, c'est ça. C'est-à-dire que je n'arrive pas forcément avec la solution, mais ça peut m'arriver de contribuer. Je reçois aujourd'hui. Contributeur qui, lui, normalement, par essence, reste un petit peu en dehors du sujet. Moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat et trouver des idées et d'inspirer les gens et faire tout ça. Et le producteur crée toutes les conditions pour que l'intelligence collective émerge et qu'il y ait des idées nouvelles qui sortent. Ça, c'est aussi une de mes casquettes, comme on dit. Oui. Et c'est souvent avec du coup, des institutions, des entreprises. C'est assez variable, c'est des institutions, c'est des entreprises publiques, privées, des associations, parfois juste des gens qui s'associent même sans forcément être sous le cadre d'une assoce, Ok. mais qui ont envie de réfléchir ensemble. Et puis, comme tu le sais, l'intelligence collective, c'est pas si facile que ça. Ah non, c'est pas si facile que ça. C'est même très compliqué. Parce que les idées se confrontent les unes aux autres. Et dans un monde qui aujourd'hui est de plus en plus individualiste, Mmh. se mettre en groupe pour réfléchir ensemble à une solution ou juste à un concept, Oui. c'est c'est très dur, tu vois. Mmh.
Parce qu'il faut mettre l'ego de chacun de côté pour réfléchir vraiment à une seule chose. Oui, qui dépasse tout le monde, qui dépasse les enjeux individuels. Tu dis que le monde est individualiste, c'est vrai sur une partie, et en même temps, il y a plein de gens qui se réunissent en collectif. L'acclimatage, c'est un exemple. Là, on va faire un peu la pub parce que c'est quand même un super projet. Mais il y a plein d'autres partout, de gens qui se réunissent. Est-ce que ton processus est le même quand tu as ta casquette de creative producer et de slammer? Il n'est pas le même parce qu'en fait, quand je vais écrire un slam, je vais partir d'un sujet ou écouter un groupe qui va produire des idées, des échanges, et moi je vais résumer et donner ma propre vision de la chose. Et mettre de la poésie, de la créativité, de l'humour, parce que j'essaie d'en avoir au maximum. C'est hyper important. En revanche, quand je suis avec ma casquette de creativity producer, là je vais pas arriver et distordre la pensée des gens. Tu vois, je vais vraiment arriver comme un chef d'orchestre qui ne joue pas sa partition, mais qui joue la partition du groupe. Alors que quand je suis slammer, c'est ma partition, c'est mes solos, c'est mes improvisations. Oui, là tu prends en compte les faiblesses et Exactement. les plus de chacun, du groupe, du besoin de s'arrêter, de requalifier le sujet, etc., etc. Ok, c'est hyper intéressant. Moi, je me souviens, j'avais pas pu être là, mais je l'avais regardé ensuite. C'est une fois où tu es intervenu à la Climate, justement pour les municipales. Oui. J'ai regardé, et justement la touche d'humour, ça m'a fait fondre de rire, c'était trop bien. Donc, j'avoue que c'est quelque chose, moi, que j'aimerais plus proposer, tu vois, aux entreprises. Comment est-ce que d'ailleurs elles viennent à toi, les entreprises? Alors là, tu parles d'un projet dans lequel je suis encore. Hein, c'est à chaque fois qu'il y avait des candidats, et on doit en recevoir encore 2. Ouais. La France Insoumise et puis le LR, Rachida Dati. Et donc, je pense pas que je dois, en fait, mon rôle, c'est d'écouter ce qui se passe et de faire un résumé poétique, slamé, des échanges qui ont eu lieu. Ça permet de donner aux gens qui observent, qui regardent ça en replay, comme tu l'as fait, d'avoir une vision un peu décalée, un peu décentrée de ce qui s'est passé, et en même temps, comme un ancrage, comme quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire, parce que ça permet par mon prisme, par mes mots qui vont capter des choses, de reproposer au public, de revivre des événements, des moments, des interactions. Voilà. Ouais, c'est un bon point final. Exactement, c'est un très bon point final qui vient ancrer le moment. C'est ça. Franchement, la prochaine fois, il faut que je sois là. C'est mardi prochain. Bah voilà, j'enregistre la date. Comment est-ce que tu te sens quand tu montes sur scène? J'aime bien ça, en fait. Je stresse. Je stresse pas pour les slams. Non. Les slams, c'est un gros kiff parce que quand je propose mes mots, parfois je viens de terminer le texte dans les coulisses. Parfois 15 secondes avant, ça m'est arrivé de terminer, de vouloir améliorer un truc 15 secondes avant. Wow. Et puis de prendre mon écran et d'arriver sur scène pour dire le truc. J'ai pas trop de stress parce que j'ai pas ma mémoire est pas en jeu, si tu veux. Alors j'ai fait un seul en scène qui s'appelle Sous le nez de Cyrano. Ouais. Et là, quand tu fais un seul en scène d'1h15, et ben là, la mémoire elle est en jeu. Donc faut se souvenir de tout, pas que des mots que tu vas raconter, mais de ta position, de l'intention que tu veux donner. Et donc mon rapport à la scène, il est pas le même quand je suis en train de slammer et où c'est un plaisir parce que je suis comme un pâtissier qui sait que son gâteau est bon, grosso modo. Oui. Tu vois, mon gâteau, il est là. Voilà, j'ai confiance en mon truc. Sinon, je le ferai pas. J'irai pas. Et souvent, j'y suis jamais. J'y suis toujours allé, quoi. J'ai toujours quelque chose à proposer au public. En revanche, quand j'ai fait mon seul en scène, c'était très spécifique. C'est pas
toutes les idées venaient de moi. Mmh. Et d'une réflexion que j'avais par rapport à ma relation à Cyrano de Bergerac, parce que comme je l'ai dit, je crois que c'est sous le nez de Cyrano, donc c'est cette notion de panache dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'est un moment un peu intime que je propose aux gens. Donc là, c'est vraiment, c'est ma recette perso. C'est pas, j'arrive pas avec mon gâteau qui en fait qui a été fait par les ingrédients de tout le monde. Là, c'est ma recette un peu spéciale, my secret sauce. Et si c'est pas bon, bah, je peux m'en prendre qu'à moi-même, quoi. C'est clair, c'est clair. Il y a ce côté très, très théâtre dans ton travail. Ah bah oui. T'en as fait quand t'étais jeune? Pas vraiment, j'ai fait un petit peu, oui, j'ai fait un peu de théâtre d'impro, des choses comme ça, mais ça a pas duré très longtemps. C'est venu après. Moi, j'ai fait de la formation beaucoup, j'ai fait du conseil, donc je suis souvent face à un public quand même. Oui. J'ai donné des cours, j'en donne encore, je donne des cours à la fac de temps en temps. Donc, on est face à un public qui est de plus en plus exigeant parce qu'ils ont tous leurs ordinateurs Ça, sur la table. Donc, si tu dis quelque chose, tu te trompes d'une date, ils vont te le faire savoir. et c'est normal, à la limite, tu peux pas pipoter. Il y a 30 ans, j'ai envie de dire, les profs pouvaient dire un peu n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais ils se trompaient sur un truc, c'était, ils pouvaient retomber sur leurs pattes. Oui. Là, si tu te trompes d'une virgule ou de quelque chose, tu peux être repris immédiatement. Oui, parce qu'avant, ils faisaient, leurs paroles faisaient foi. Tu vois. Exactement. Aujourd'hui, on a Internet, Oui, donc ChatGPT. ChatGPT, donc la parole, c'est plus que la parole, quoi, le savoir, il est accessible à tout le monde. C'est ça. Donc ce savoir étant accessible à tout le monde, moi ce que je peux jouer comme partie face à ChatGPT justement et au savoir qui est commun, c'est donner ma petite touche poétique personnelle, parce que ça, pour l'instant, l'IA, elle est pas encore au niveau. Non. Justement, tu penses que c'est ça qui fera en sorte que l'IA ne soit pas au-dessus de l'humain? C'est cette créativité, cette chose qu'on apporte en plus, nous? Alors, elle est déjà créative, hein, l'IA, elle est capable, avec tous ses calculs, de produire des choses créatives et qui sont pas nulles. C'est pas aberrant. Parfois, c'est faux. Mais en tout cas, la partie créative, c'est-à-dire sortir quelque chose de nouveau, elle n'est pas inintéressante. Moi, c'est pas mon combat, mais c'est mon désir, en tout cas, c'est de faire en sorte que les hommes soient toujours en capacité d'avoir une overview, tu sais, sur l'IA et de lui donner ses désirs et pas l'inverse. Ouais. Tu vois, on continue à prendre du plaisir à dessiner, à peindre, à écrire, et pas, tu vois, faire des tâches répétitives, quoi. En espérant que ça soit plus l'IA qui prenne les Exactement. tâches répétitives Tout à fait. que le reste. Exactement. Parce que si l'IA devient notre patron, ça va devenir compliqué, cette histoire. On ne sait pas où on est, en plein milieu du guet. Et franchement, je sais pas où va cette histoire. On est en 2026, début 2026, c'est encore une grande inconnue. Ouais. Totale. On ne sait pas. Bah, peut-être que les personnes du futur qui verront cette vidéo. Oui, alors à Rémi et à Morgane du futur, moquez-vous de nous parce que on n'a pas eu le pif Non. de Comme pouvoir dire quelque Internet chose. c'était nul. Voilà, qu'Internet, c'est qu'une mode. C'est terrible, c'est terrible. Bah, justement, en parlant de ton seul en scène, Oui. peux-tu nous expliquer ce qu'est un seul en scène et aussi nous dire qu'est-ce qu'était sous le nez de Cyrano? Un seul en scène. Alors, je parle de seul en scène parce que déjà, c'est français. Ok. Oui, c'est One Man Show. One Man Show. Et un One Man Show, souvent, j'y mets une dimension un peu comique. Oui, c'est ce qu'on attend d'un... Ouais, One Man Show, c'est souvent, il y a un côté, quoi, c'est ma perception, il y a un petit côté un peu humoristique. Okay. Non pas que on ne rit pas dans Sous le nez de Cyrano, on rit régulièrement, mais c'est pas l'objet, oui. Voilà, du tout. Et puis je trouve que seul en scène, ça décrivait pas mal le truc parce que j'étais tout seul sur scène et pendant 1h15, donc je raconte ma relation à la pièce de Cyrano de Bergerac, au personnage de Cyrano de Bergerac, à tous ceux qui font preuve de panache aussi, parce que Cyrano, si c'est l'incarnation absolue et s'il est adoré des Français parce que c'est un peu notre emblème du loser magnifique. Et je viens de dire loser en anglais, pardon. Du perdant magnifique. Et voilà, il a un côté un peu fantasque, un peu
c'est le brio, c'est la prise de risque, c'est le courage, c'est toutes ces choses-là. Et moi, ça me parle. En tout cas, j'ai envie de développer cette notion de panache dans ma propre vie. Et puis, inspirer les gens en disant, ah oui, c'est vrai que faire preuve de panache, c'est plutôt sympa. Et on m'a raconté des choses à l'issue d'un de mes spectacles. Il y a une personne qui m'a dit, mais je vais appeler ma sœur, je vais lui dire ça parce que c'est pas possible qu'on fasse telle chose avec notre maman et que ça. Il y a eu des Ah ouais, réactions, bien sûr. ça a été Mais virulent. ça a été virulent. Il y a eu des gens qui se sont dit, mais il a raison. Et en fait, cette pièce, moi, Cyrano de Bergerac, elle m'a porté toute mon adolescence. C'est ça l'amour que tu lui portes aussi Ah à mais bien Cyrano? sûr. Alors c'est pas que une histoire de pif parce que je sais que j'ai un nez qui est pas minuscule, mais il est pas difforme a priori, donc ça va. Je gère mon nez. C'était quoi déjà la phrase? C'était ce n'est pas un nez, c'est. C'est un pic, c'est une cape, c'est une péninsule. J'adore, j'adore. C'est magnifique. Ah mais il y a la tirade du nez qui est connue, hein. Oui. Mais il y a surtout la tirade du non merci. C'est peut-être un autre sujet de podcast. Je t'en parlerai un jour parce que c'est vraiment le fait de refuser la norme, de refuser les compromis, les facilités. La tirade du non merci. Je vous incite à aller la découvrir. Elle est grandiose. Comment? Oh, Bah j'adore. quand même. Oh, comment? Alors justement, dis-nous avec tes mots, Oui. pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le panache, la définition? Alors c'est une très bonne question. C'est une question que tout le monde se pose parce qu'en fait, je vais te dire d'où vient le panache déjà. Le panache, ça vient du latin pinaculum, le pinacle, la partie la plus élevée des bâtiments sacrés. Ok. Donc il y a un côté extrêmement grandiose, respectable, respecté, sacré. Et puis après, ça vient de l'italien pennacchio, le bouquet de plumes qui orne les casques des chevaliers, comme le panache blanc d'Henri IV. On connaît tous, voilà, ça vient de là. Donc il y a quelque chose d'aérien dans le panache, il y a quelque chose qui virevolte. Et donc le panache, c'est, et là je vais prendre les mots d'Edmond Rostand, qui dit le panache n'est pas la grandeur, Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, le panache n'est pas la grandeur, mais quelque chose qui s'ajoute à la grandeur. C'est quelque chose de voltigeant, d'excessif et d'un peu frisé. Il y a un côté un peu, tu vois, un peu comme une moustache qu'on frise comme ça. C'est le sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. Il y a un petit côté prise de distance par rapport au moment. Ok. Et en même temps, côté, je rue dans les brancards, j'y vais, je bouscule tout le truc. Parce que ça me touche, parce que ça me fait plaisir, parce que c'était nécessaire de le faire. Même si ça m'apporte rien, parce que je parlais de perdants magnifiques. Et donc, il y a plein de gens qui ont fait preuve de panache et qui sont des perdants. On autant perdre. Exactement. Clairement. Bah oui, plutôt que de perdre comme ça, sans panache et tristement. Il faut essayer Oui, et toujours avoir la tête bien haute. exactement. Si on la baisse, Donc, c'est là qu'on se reçoit des pires, ça sert à rien. exactement, on ne baisse pas la tête, on se redresse, Ah oui. le nez au vent et on marche. C'est un peu, j'ai pensé à cette image, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, il avait peut-être pas besoin de cette cerise. Non. Mais avec, quel Ouais. roi. Exactement. Mais c'est une cerise confite. Ah oui, elle est bien rouge, elle est rouge, elle brille, c'est une grosse cerise, quoi. Ah mais oui, quand même. Je sais pas, c'est une pomme, quoi, tu vois. Exactement. Bien dans l'excessif. Exactement, il y a un côté excessif, bien sûr. C'est ça le panache. Et sans ça, tu sais, la vie, elle peut paraître fade déjà. Mais bien sûr. C'est compliqué. Si on peut pas mettre un peu de sel, un peu d'épices, Ouais. aucun intérêt. Un peu de gingembre, un peu de curcuma, puis faire sa propre recette de sa vie, parce que on n'est pas tous pareils. Écoutez, le panache, c'est pas le panache pour Monsieur Dupont ou Madame Martin, c'est pas le même panache. C'est chacun son panache. Oui. Pour Morgane, c'est ton panache à toi en fonction de ta vie, tes envies, tes désirs, etc. Puis pour moi, ça va être autre chose. Clairement. Mais c'est porté par le même truc. C'est ça. Et dans un monde dans lequel, tu sais, l'extraordinaire, il attire beaucoup. Oui. C'est beaucoup des récits extraordinaires. Les gens, ils osent pas les vivre. Par contre, ils adorent les écouter. Oui. Ou alors, ils recherchent à être extraordinaires en copiant un peu les autres. Tout à fait. Alors que
il suffit d'apporter sa cerise. Exactement, sa petite cerise sur son propre gâteau et chercher le petit morceau d'extraordinaire. On peut pas être tout le temps dans le superfétatoire et dans le truc grandiose, mais de temps en temps. C'est là qu'on signe l'authentique. En tout cas, faut être soi-même. Ouais. Voilà. Si on est soi-même un petit peu plus que soi-même, si on est dans l'authenticité, mais un tout petit peu plus exagéré, un peu l'autotune, tu vois, l'autotune de l'authentique. Et ben, si on est là-dedans, il y a un côté un peu panache, quoi. Pourquoi c'est important d'en avoir quand on crée? C'est fatigant d'en avoir du panache parce qu'en fait, c'est toujours une prise de risque. Oui. Quand même. Parce qu'on sait pas si ça va marcher. Déjà. On sait pas si ça va nous apporter ce qu'on attend. Parfois, ça nous apporte pas ce qu'on attendait. Mais c'est pas grave, on se dit, bah, j'ai tenté le truc, j'ai appris, etc., etc. Donc, c'est important quand on crée d'oser le truc en plus, de mettre un peu de, pourquoi? Bah, parce que ça va nous permettre de nous dire, bah, quand j'ai fait ça, j'ai osé. Et je vais pas regretter d'avoir osé. Je vais regretter d'avoir rien fait. Exactement. Donc, on sort sa petite cerise de la poche et puis on tente de la poser. Et même si c'est pas une pomme, tant pis. C'est ça. Tu fais quitte un peu au début et ensuite tu vois si ça marche. Et si ça marche et que tu kiffes, tu continues. Bah oui, c'est qui tout double, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir du panache quand on raconte des choses très simples? Je crois que oui. Cette discussion en est la preuve déjà pour le moment. Oui. Le panache, il se cache n'importe où. On peut... En fait, le panache, c'est la poésie de la vie. Et je peux te raconter simplement un soir de pluie. Et puis, la pluie tombe et puis tu restes chez toi. Ou t'es dehors et puis t'es coincé. Puis il se passe pas grand-chose, c'est un peu triste. Mais tu peux raconter autre chose, ou tu peux vivre autre chose. Tu peux décider de rejoindre des gens sous un abribus qui sont coincés, puis avec ton téléphone, tu mets de la musique. Oui. Et tu fais une soirée, et tu te mets à danser sous l'abribus. Déjà, avec les gens qui sont coincés, prisonniers par la pluie, qui fait comme des rideaux comme ça d'une petite prison humide. Mais tu peux aussi imaginer de dire, bah non, mais je vais rentrer chez moi parce que je suis en retard ou que mes enfants m'attendent. Déjà. Et puis au lieu de te faire comme ça, genre de te protéger de la pluie, bah, t'y vas tranquille. Déjà, tu risques pas de te casser la figure. Et puis, de toute façon, tu vas être trempé. Donc t'y vas, tu te redresses, puis tu marches sous la flotte. Puis tu sais que chez toi, bah, tu enlèveras tes fringues, tu iras te prendre une douche, et puis tu mettras un peignoir ou autre chose. Mais il y a un côté, tu vois, c'est une autre perception de la pluie. Oui. C'est autre chose, quoi, voilà. En fait, tout dépend de comment on le vit, comment on le raconte. Et puis attends, quand il pleut, tu peux faire comme Andy Golworthy. Andy Golworthy, c'est un land artiste fabuleux en anglais. Ok. Donc il vit en Angleterre, il pleut souvent. Voilà. Et il a fait des œuvres qui sont des œuvres photographiques où il saisit des choses qu'il va faire avec la nature. C'est du land art. Mais il a fait un truc que j'ai trouvé d'une poésie absolue et un certain panache quand même par rapport à la pluie, c'est que il regarde le ciel, il sent qu'il va pleuvoir. Il s'allonge par terre sur un chemin, sur une route, espérant qu'il n'y ait pas de voiture qui passe. Oui. Et en fait, il va rester comme ça, allongé, les bras, les jambes écartées, sous la pluie, face à la pluie, le temps qu'il pleuve, et il sait pas combien de temps ça peut durer, parce que son œuvre, ça va être, une fois que la pluie a cessé, c'est se redresser et prendre en photo le contour sec de son profil. Incroyable. C'est magnifique, ça, non? Il fallait y penser. Il fallait y penser. Et Andy Golworthy l'a fait. Et je trouve que c'est de la poésie, c'est du panache aussi, tu vois. Genre, j'étais là et il a plu. Et je me suis arrêtée. Voilà. Et ça, c'est beau. Incroyable. Il y a plein de trucs à faire quand il pleut, hein, Morgane, t'as vu? Il y a plein de trucs à faire quand il pleut. Mais oui, tu sais, j'ai une amie, justement, artiste, qui va bientôt avoir son vernissage et son exposition avec une autre amie en collaboration. Et elle me disait qu'elle adorerait faire une espèce de performance parce que ce qu'elle fait, elle, c'est
c'est de l'encre sur papier. Oui, Du coup, il y a beaucoup cette notion de mouvement, mais aussi de laisser aller, puisque finalement, quand tu mouilles ta feuille et que tu mets de l'encre, tu sais pas vraiment quelle forme ça peut tout à avoir. fait, oui. Je me disais, j'adorerais faire ça sous la pluie. Bah, c'est une super idée. Oui. Des tables, des tréteaux, des planches comme ça, des tréteaux, du papier, puis la prochaine fois qu'il pleut, on fait de l'aquarelle. C'est ça. C'est hyper éphémère parce qu'on imagine bien quand même que de l'eau, plus de l'eau, plus de l'eau, avec un petit peu de trucs, ça C'est de part, tu vois. l'homéopathie, en fait. Mais c'est On va génial. noyer l'encre de façon homéopathique. C'est Il parfait. restera forcément quelque chose. Une petite touche de gris. Une petite touche de bleu, de gris, de quelque chose. Moi, j'adorerais voir ça. Je me dis, clairement, un jour, on prend les portables, on prend tout. On fait elle pourrait appeler ça une homéopartie. Oh! Et elle va créer comme ça, chacun vient avec ses petites touches de couleur. Parce que tu sais, l'homéopathie, le principe, c'est que c'est dilué dans beaucoup d'eau. Donc, je vais pas me prononcer sur contre l'homéopathie. Non, pas du tout. Je vais juste dire que ça m'inspire de façon créative, ce concept de se dire, bah, le jour où il y a une pluie, au lieu de se cacher, on y va, et puis, on peint sous la pluie, on voit ce que ça donne. Incroyable. Voilà, c'est drôle. Allez, on prévoit ça. On- Je sais que tu me vois. On va le faire. Toi, tu es un grand créatif. C'est comme ça que je te vois. Mmh, Un créatif, c'est vrai. Sous toutes les formes possibles et inimaginables. Et tu disais, et tu m'as dit, que tu musclais ta créativité. C'est vrai. Comment tu fais? Je muscle ma créativité en me challengeant régulièrement. Alors j'ai la chance d'avoir une activité d'écriture très régulière, donc déjà c'est quelque chose qui me vient. Et dès que j'échange avec ma compagne ou avec mes enfants ou que j'entends un truc dans la rue, souvent je note, et je suis un amoureux des jeux de mots. Je vais noter ce que j'ai entendu ou parfois ce que j'ai mal entendu, en me disant c'est le mot qui a été prononcé ou pas. Et j'essaye de voir ce que je peux faire comme aphorisme et créer quelque chose autour de ça. Ma créativité, je la muscle en faisant des photos dans la rue. Dès qu'il y a des choses un peu étranges, je sais pas, par exemple, l'autre jour, j'ai vu, il y avait un vélo en bas de chez moi qui avait été complètement désossé. Il restait que le cadre. Et donc, j'ai pris la photo et j'ai publié et marqué en roue libre. Oui, j'ai Mais vu. au pluriel. Et autant l'expression, c'est au singulier, être en roue libre, mais là, en roue libre au pluriel, bah, les roues, c'était barré, quoi. C'était ciao. Voilà. Est-ce que tu connais les balades grosso modo? Tout à fait, bien Ah, sûr. c'est à ça que ça m'a fait penser. Oui, oui. Mais ça fait, c'est un gros succès, grosso modo. Ah ouais. C'est un truc énorme. Et j'aime beaucoup ce format. Et moi, ça fait quelque temps que je fais ça, mais j'ai pas envie de faire des vidéos pour, Non. voilà. Mais en fait, Moi, c'est un vraiment sur le exercice. petit jeu de mots du truc, voilà. Oui, c'est un exercice. Et ça, tu c'est, l'as voilà, fait, ça, c'est un génial. exercice, bien sûr. Parce que tu te balades et comme un enfant, tu vois des choses. Et Tu laisses ton imagines. imaginaire divaguer, en fait. C'est un peu ça. Mais c'est incroyable. Mm. Vraiment, même moi, il m'a inspiré. Parfois, j'étais là en train de regarder un truc. Il y a une voiture qui est tout le temps garée près de chez moi et elle a des autocollants partout. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que je la vois, cette voiture, je pense à attraper les tous, comme dans Pokémon. D'accord. Qui a foutu tous ces autocollants sur cette voiture? En fait, je veux rencontrer cette personne et savoir quel était son but. Mmh. Je ne rencontrerai jamais cette personne. Mais c'est pas très grave. Un Mais jour, tu peut-être. tu poses un post-it, c'est un autocollant de plus, Qu'est-ce qu'elle veut? et tu demandes Pourquoi? qui êtes-vous, pourquoi. Je veux savoir. Voilà, racontez-nous un petit peu. Un jour, hein. Non, mais Mais je fais-le, vais le c'est pas faire. compliqué. C'est vrai. Comme ça, tu nous diras l'histoire de la personne qui a mis autant d'autocollants sur cette Et voiture. je publierai cette Et histoire. oui, voilà. Et comme ça, tout le monde saura Mmh. à quoi ressemble cette voiture. En plus, c'est une voiture lambda. Elle a rien, mais elle a ce panache. Là, cette différence Voilà. un petit peu. Ouais. Est-ce que pour toi, bien écrire, c'est réussir à mélanger le être précis, mais ajouter cette touche d'imaginaire? J'aime bien l'idée de précision. Parce qu'évidemment, quand tu écris, tu peux pas non plus, quoi. Moi, c'est pas des pages et des pages que j'écris, c'est des slams qui vont durer 5-6 minutes max, parce que c'est long à entendre, il y a plein de jeux de mots, des allitérations, toutes ces choses-là, donc c'est dense. Donc j'essaie d'être le plus précis possible et d'enlever tout ce qui est en trop. Oui. Bah, C'est comme un écrivain, finalement. oui, mais voilà, j'essaie d'être précis dans mon écriture. Voilà, pour que le réel sorte le mieux possible via
via ma vision, via mon esprit. Hein, alors, je raconte une anecdote. Je sais pas si c'est vrai, c'est sans doute faux. Mais un jour, quelqu'un aurait demandé à Michel-Ange comment il avait réussi ce chef-d'œuvre qui est son David. Oui. Tu sais, David à Florence, machin, là, cette sculpture magnifique, taillée dans un bloc de marbre. Et il aurait dit, j'ai enlevé tout ce qui n'était pas David. Et là, c'est très beau, cette idée. J'ai enlevé tout ce qui n'était pas David. J'ai juste enlevé ce qui était autour de David et ce qui n'en faisait pas partie. C'est ça, être précis. Juste l'essentiel. Moi, j'essaie d'être dans c'est pas juste l'essentiel, mais ce qui me semble le plus important quand je vais raconter quelque chose. Oui, parce que c'est le panache aussi qui rajoute. Bien sûr. Qui a un plus. Oui. Mais tu vois, moi, je suis aussi directrice artistique, spécialisée dans tout ce qui va être imprimé. Oui. Et par exemple, la dorure sur ta carte de visite ou quoi, elle n'est pas obligatoire. Non. Elle n'est pas essentielle. Non. Par contre, qu'est-ce que ça claque une fois oui, qu'elle y est, tu vois. Bien sûr. Et c'est là que tu dis, sans, non, tiens, finalement, est-ce qu'elle n'est pas essentielle? Alors ça, tu vois, la dorure, on n'adore pas, c'est chacun son truc. C'est chacun son truc. Bien sûr. Mais il y a un petit côté, voilà, qui claque. C'est sympa. Je peux comprendre. Donc, tu fais aussi beaucoup d'ateliers. Oui. Pour le slam ou pour les entreprises. Oui. Être avec les autres. Toi, tu trouves que c'est important d'échanger sur ces idées? Alors, je hais les gens. Non. L'enfer, c'est les autres. On est passé à Dante. En fait, l'écriture, la créativité, avec d'autres personnes, c'est toujours plus compliqué. Oui. Parce que tu te confrontes à des idées différentes, des réactions, des valeurs, des imaginaires qui sont pas les mêmes. Il faut convaincre. C'est fatigant. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, quand tu arrives à amener un groupe à réfléchir, à dépasser son ego, ses enjeux, pour arriver à une sorte de bien commun, ce qu'on espère tous, là, tu dis que tu as réussi quelque chose. Parce que tu as dépassé ça. Et donc, c'est là que tu travailles avec les gens et que tu les amènes à se dire, oui, là, on s'est mis d'accord sur un plan d'action, on va faire ci, on va faire ça, on va utiliser telle et telle ressource et on est content de la chose. Et ça, je dis la chose, c'est comme ça. Parce que, mais c'est l'intérêt du groupe. Voilà, quand tu travailles ensemble. Après, quand j'écris, j'écris pour les gens. Oui. Donc, les gens, s'il y a personne, je suis tout seul et c'est pas très intéressant. Donc, faut que je me regarde dans un miroir et me dire, est-ce que là, je suis pas en train de me faire juste plaisir à moi-même ou ça va faire plaisir au groupe? Les deux peuvent arriver. Oui. Et je fais en sorte d'en prendre conscience quand même. Que ce soit pas juste mon plaisir égoïste. Parce que sinon, j'écris dans mon coin, quoi. Voilà. Donc vraiment, faut penser à ça. C'est vrai. Tu sais que par exemple, en tant qu'artiste peintre, oui. Bon, après, moi, mon sujet, il est très universel. Oui. Je parle du moi avec le moi et le moi. Le moi physique, oui. le moi intérieur et la société qui transforme aussi, le miroir social. La fin du mois. Donc, c'est assez universel en soi. Et pourtant, je m'inspire de ma personne, de mon histoire. Ça vient de toi. Donc, ça vient de moi. Et quand je le fais, je pense pas spécialement aux autres. Mais je sais que ma pensée, elle n'est pas toute seule. Je ne suis pas la seule à penser, comme on n'est pas les seuls à avoir des idées. Pour autant, je me dis pas, en me regardant dans le miroir, est-ce que c'est égoïste, tu vois? Donc ça, c'est la grande différence peut-être avec les mots. C'est comme un DA, ça fait quelque chose pour un client. Un auteur, ça écrit pour les autres. Un artiste peintre, est-ce que ça peint forcément pour les autres? Pas forcément, tu vois. Je sais pas. Alors ça, j'ai pas la réponse. Je suis pas dans l'art graphique. En revanche, je pense que un vrai artiste, entre guillemets, c'est celui qui va confronter son œuvre au regard des autres. Parce que s'il reste seul dans son atelier avec ses œuvres et qu'il est très content et qu'il garde ça pour lui, il se confronte pas. Alors c'est sans doute c'est un hobby. Je pense que l'artiste, il doit vivre de ça en plus. Donc il faut
il montre son œuvre, il doit être dans la monstration, il doit être dans l'exposition, il doit être dans la démonstration. Il peut pas rester seul dans son, Ah non, enfermé dans son atelier. mais c'est comme les mots, tu sais, si tu les sors pas, ils n'existent pas. Exactement, tout à fait. Bah, l'œuvre non plus. Ouais. Donc, oui, Donc, on a besoin des autres. finalement, on a besoin des autres. Ouais. Même si l'enfer, c'est les autres. C'est les autres. C'est vous. C'est vous. C'est toi. C'est toi aussi. Tous. Tous. Sauf nous. Pour finir, Rémi, parce Oui, que ça Morgane. fait un moment qu'on est là et C'est malheureusement, c'est il faut passé bien vite. continuer. Oui. Oui, t'as vu comment ça passe vite? Ça C'est passe génial. très vite. C'est très bien. Je te pose la question, je te la repose. Oui. Est-ce qu'on écrit pour fixer la réalité ou pour s'en échapper? Alors, je vais répondre en anglais. Vas-y. We are writing to fix reality. Et il y a un jeu de mots. Parce que quand je dis writing to fix reality, je veux dire, j'écris pour réparer la réalité. Parce que fixe, c'est réparer. Donc, en fait, Du génie. c'est, oui. Est-ce qu'on peut dire génie? Je ne sais pas. Ce sont tes mots. C'est ta qualification. Grand Max. Grand Max. Grand Max. Appelle-moi Grand Max. Une demi-heure Grand Max, ça m'avait dit Morgane. Je dis, ben, je m'appelle Rémi. Appelle-moi Rémi, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu vois, fixer la réalité, c'est intéressant de Ben oui. guérir la réalité par l'écriture. Ça va Ah bah oui, tourner non mais pas mal dans ma pour tête. vous aussi, ça va. Writing, we are writing to fix reality. Pensez-y. Pensez-y. Think about it. Et c'était génial, Rémi. Merci beaucoup. Merci à toi, Morgane, c'était super. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ton livre avant qu'on termine ou... Bah, je vais d'abord le terminer moi-même. Ok. Hein, et puis quand je le renvoyer à mon éditrice, que j'embrasse, Elisabeth, bientôt, vous pourrez aller dans toutes les bonnes librairies, le faire dédicacer. Retenez bien. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. Un plaisir. C'était trop bien. Merci, Morgane. Et nous, on se dit à dans 2 semaines, ou peut-être avant. Vous verrez. Ciao!